Dans les profondeurs verdoyantes de la péninsule du Yucatan, là où la lumière filtre à travers la canopée dense de la forêt tropicale, reposent les vestiges silencieux d'une civilisation qui fut autrefois l'une des plus brillantes du monde ancien. Les pierres massives, taillées avec une précision étonnante, s'élèvent encore vers le ciel, comme des sentinelles immuables du temps, témoins d'une histoire dont le dénouement reste l'un des plus grands mystères de l'humanité. Ces ruines majestueuses racontent, à ceux qui savent écouter, l'histoire énigmatique des Mayas. Un peuple dont la disparition soudaine continue d'intriguer les archéologues, les historiens et les rêveurs qui contemplent les vestiges de cette civilisation extraordinaire. La jungle a repris ses droits sur ces cités abandonnées, enveloppant de ses lianes et de ses racines les temples, les palais et les observatoires. Les oiseaux exotiques chantent parmi les décombres, et les jaguars rôdent dans l'ombre des monuments qui jadis résonnaient des chants et des prières d'un peuple dont la connaissance des étoiles et du temps dépassait largement celle de leurs contemporains. Le soleil poursuit sa course immuable au-dessus de ces ruines, projetant des ombres qui dansent sur les reliefs sculptés, racontant des histoires de dieux, de rois et de guerriers, tandis que le vent murmure entre les pierres des secrets oubliés depuis des siècles. L'histoire des Mayas s'étend sur plus de 3 millénaires, une période pendant laquelle ils ont développé une société complexe, hiérarchisée et profondément spirituelle. Leur civilisation a commencé à fleurir vers l'an 2000 avant notre ère, dans les régions qui correspondent aujourd'hui au sud du Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras et au Salvador. Au fil des siècles, ils ont construit des cités-États impressionnantes, chacune gouvernée par un souverain divin, le Cuhulajau, qui incarnait le lien entre le monde terrestre et le royaume des dieux. Ces centres urbains étaient des merveilles d'architecture et d'urbanisme, avec leurs imposantes pyramides à degrés, leurs palais ornés de sculptures élaborées, leurs terrains de jeux de balles et leurs places publiques où se déroulaient des cérémonies fastueuses. Les Mayas maîtrisaient l'art de la sculpture sur pierre, créant des stèles monumentales sur lesquelles ils gravaient les exploits de leurs dirigeants et les événements cosmiques importants. Ils avaient développé un système d'écriture hiéroglyphique sophistiqué, l'un des rares systèmes d'écriture complets du Nouveau Monde, capable d'exprimer des concepts abstraits et des récits complexes. Leur calendrier, d'une précision étonnante, témoigne de leur compréhension profonde des cycles célestes et de leur obsession pour le temps, qu'ils concevaient non pas comme linéaire mais comme cyclique, un perpétuel retour des mêmes forces et des mêmes influences. La lumière dorée de l'aube se déverse sur les ruines de Tikal, illuminant les sommets des pyramides qui émergent au-dessus de la canopée comme des îles de pierre dans un océan de verdure. Le silence règne, interrompu seulement par le cri occasionnel d'un singe hurleur ou le battement d'ailes d'un toucan. C'est dans ce théâtre naturel grandiose que s'est jouée une partie significative de l'histoire maya, notamment durant la période classique, entre l'an 300 et 900 de notre ère, lorsque la civilisation maya atteignit son apogée. Durant cette période, les cités-États mayas rivalisaient de splendeur, leurs souverains commandant la construction de monuments toujours plus impressionnants pour démontrer leur pouvoir et leur connexion avec les dieux. Les artisans mayas excellaient dans la création de céramiques finement décorées, de sculptures délicates en jade et de codex en papier d'écorce sur lesquels ils consignaient leur savoir astronomique, leurs mythes et leurs prophéties. Les savants mayas, observant méticuleusement le ciel nocturne depuis leurs observatoires, avaient calculé avec une précision remarquable les cycles de Vénus, les éclipses solaires et lunaires, et avaient élaboré des calendriers qui synchronisaient les cycles solaires et lunaires avec une exactitude qui étonne encore les astronomes modernes. Pourtant, vers la fin du IXe siècle de notre ère, un phénomène étrange et troublant commença à se produire dans les grandes cités mayas des basses terres du Sud. Une à une, ces métropoles autrefois florissantes furent abandonnées. La construction de nouveaux monuments cessa. Les stèles
ne furent plus érigés pour commémorer les dates importantes. Les palais, les temples et les places publiques, qui avaient été le cœur battant de la vie sociale et religieuse, se vidèrent de leurs habitants. Le silence s'installa là où auparavant résonnèrent les tambours, les flûtes et les chants des cérémonies. Ce déclin, souvent appelé l'effondrement maya classique, est l'un des plus grands mystères de l'archéologie mésoaméricaine. Comment une civilisation aussi avancée, aussi puissante, a-t-elle pu s'éteindre si rapidement, laissant derrière elle ces cités monumentales à la merci de la jungle envahissante? Les hypothèses sont nombreuses, allant des explications environnementales aux théories de conflits internes, en passant par des scénarios catastrophiques impliquant des épidémies ou des invasions étrangères. Certains évoquent même la possibilité que les Mayas aient été victimes de leur propre prophétie, abandonnant volontairement leur cité en réponse à des signes cosmiques qu'ils interprétaient comme annonciateurs de la fin d'un cycle majeur. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, ses rayons perçant occasionnellement la canopée dense pour créer des colonnes de lumière dorée qui illuminent la mousse verte recouvrant les anciennes pierres taillées. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, on peut presque imaginer les fantômes des Mayas vaquant à leurs occupations quotidiennes, les prêtres montant les marches raides des pyramides pour observer les étoiles, les scribes consignant méticuleusement les événements importants, les marchands échangeant des biens précieux venus de contrées lointaines. Ces visions fugaces nous rappellent que derrière le mystère de leur disparition se cache l'histoire fascinante d'un peuple qui a créé l'une des civilisations les plus sophistiquées du monde ancien. Pour comprendre l'énigme de leur effondrement, il faut d'abord comprendre qui étaient les Mayas, comment ils vivaient, ce en quoi ils croyaient, et comment ils percevaient le monde qui les entourait. C'est un voyage dans le temps, à travers les strates de l'histoire et de la mythologie, qui nous emmène au cœur d'une civilisation dont l'héritage continue de fasciner et d'inspirer. Dans la pénombre fraîche d'une forêt tropicale, où l'humidité imprègne l'air et où le chant des oiseaux forme une symphonie naturelle ininterrompue, se trouve le berceau de la civilisation maya. C'est dans cet environnement exigeant mais riche que les premiers Mayas ont établi leur communauté, transformant progressivement la jungle dense en un paysage culturel complexe de champs agricoles, de réservoirs d'eau et de centres cérémoniels. Les premières traces d'occupation maya remontent à environ 4000 ans, lorsque des groupes de chasseurs-cueilleurs commencèrent à se sédentariser et à cultiver le maïs, les haricots et les courges, la triade agricole qui allait devenir le fondement de leur subsistance. Au fil des siècles, ces petites communautés agricoles évoluèrent pour former des sociétés de plus en plus complexes, avec une hiérarchie sociale marquée, des spécialisations professionnelles diversifiées et une organisation politique sophistiquée. Vers l'an 1000 avant notre ère, durant la période préclassique, les premiers centres cérémoniels monumentaux commencèrent à apparaître, marquant le début de l'architecture monumentale maya et témoignant de l'émergence d'une élite capable de mobiliser d'importantes ressources humaines et matérielles. La société maya était structurée en différentes classes sociales, avec à son sommet une élite dirigeante qui comprenait les souverains, les nobles et les prêtres. Ces derniers jouaient un rôle crucial dans la vie maya, car ils étaient les intermédiaires entre le monde des humains et celui des dieux. Ils interprétaient les signes célestes, déterminaient les moments propices pour les semailles, les récoltes et les cérémonies religieuses, et présidaient aux rituels complexes qui rythmaient la vie quotidienne. En dessous de cette élite se trouvaient les artisans spécialisés, les marchands, les guerriers et la grande masse des paysans qui cultivaient la terre et constituaient l'épine dorsale de l'économie maya. Cette structure sociale hiérarchisée se reflétait dans l'organisation spatiale des cités mayas, avec les bâtiments cérémoniels et les résidences de l'élite occupant le centre, tandis que les habitations plus modestes des classes inférieures s'étendaient en périphérie. Les différences de statut social étaient également visibles dans les pratiques funéraires, les membres de l'élite étant enterrés avec de riches offrandes et parfois dans des tombes élaborées sous les temples, tandis que les gens du commun
recevaient des sépultures plus simples. La religion occupait une place centrale dans la vie des Mayas, imprégnant tous les aspects de leur existence quotidienne. Leur cosmologie était complexe et sophistiquée, organisée autour d'un univers à 3 niveaux: le ciel, la terre et l'inframonde. Ces 3 domaines étaient interconnectés et en constante interaction, influençant le destin des humains et le cours des événements terrestres. Les Mayas vénéraient une multitude de divinités, chacune associée à des aspects spécifiques de la nature ou de l'existence humaine. Parmi les plus importantes figuraient Itzamna'aj, le dieu créateur et patron des sciences et de l'écriture; Kinish Ajao, le dieu du soleil; Sha'ak, le dieu de la pluie et des orages; et Ixchel, la déesse de la lune, de la médecine et de l'accouchement. Ces divinités n'étaient pas perçues comme entièrement bienveillantes ou malveillantes, mais plutôt comme des forces ambivalentes qu'il fallait honorer et apaiser par des offrandes et des rituels appropriés. Les Mayas croyaient que les dieux avaient créé les humains à partir de maïs, ce qui explique l'importance centrale de cette plante dans leur culture et leur religion. Le maïs n'était pas seulement leur principal aliment, il était aussi un symbole de la vie elle-même, et de nombreuses cérémonies étaient dédiées à assurer des récoltes abondantes. À mesure que le soleil descend vers l'horizon, les ombres s'allongent sur les ruines de Palenque, créant un jeu fascinant de lumière et d'obscurité sur les reliefs sculptés qui ornent les temples et les palais. Ces sculptures racontent des histoires de création, de sacrifice et de renaissance, reflétant la vision cyclique du temps qui était au cœur de la pensée maya. Pour les Mayas, le temps n'était pas une flèche linéaire pointant vers un futur indéfini, mais plutôt un ensemble de cycles imbriqués, des plus courts aux plus longs, qui se répétaient inexorablement. Leur système calendaire, d'une complexité et d'une précision remarquables, reflétait cette conception. Il comprenait plusieurs calendriers fonctionnant simultanément, dont le Tzolk'in, un cycle de 260 jours, utilisé principalement pour les divinations, et le Ab, un calendrier solaire de 365 jours divisé en 18, mois de 20 jours, plus un mois de 5 jours considéré comme néfaste. Ces 2 calendriers s'engrenaient comme les roues d'une horloge cosmique, formant ce qu'on appelle le compte court, un cycle de 52 ans qui marquait une période significative dans la vie d'un individu et d'une communauté. Mais les Mayas avaient également développé le compte long, un système de datation qui permettait de situer les événements sur une échelle temporelle beaucoup plus vaste, s'étendant sur des milliers d'années. Ce système, basé sur une numération vigésimale, de base 20, utilisait des unités de temps emboîtées: le kin, 1 jour; le winal, 20 jours; le tun, 360 jours; le katun, 20 tonnes, soit environ 20 ans, et le baktun, 20. Katin, soit environ 400 ans. Ce système de datation sophistiqué permettait aux Mayas de situer avec précision les événements passés et futurs, et de planifier leurs activités en fonction des cycles cosmiques qu'ils avaient identifiés. Les prêtres astronomes mayas passaient de longues nuits à observer le ciel, notant méticuleusement les mouvements des corps célestes et cherchant à comprendre les patterns cycliques qui, selon leurs croyances, influençaient tous les aspects de la vie sur Terre. Ils avaient une connaissance approfondie des cycles de Vénus, qu'ils associaient à la guerre et au sacrifice, et pouvaient prédire les éclipses solaires et lunaires avec une précision étonnante. Ces connaissances astronomiques n'étaient pas seulement un exercice intellectuel. Elles avaient des implications pratiques et religieuses profondes. Les moments propices pour les semailles, les récoltes, les mariages, les guerres et les cérémonies religieuses étaient tous déterminés en fonction des positions des astres et des phases des différents calendriers. La précision de ces calculs témoigne de la sophistication intellectuelle des Mayas et de leur profonde compréhension des cycles naturels. La nuit tombe sur la jungle, enveloppant les ruines dans un manteau d'obscurité percé seulement par la lueur argentée de la lune et le scintillement des étoiles.
C'est sous ce même ciel que les prêtres astronomes mayas observaient les mouvements célestes, cherchant à déchiffrer les messages des dieux et à prévoir les événements futurs. Dans le silence de la nuit, on peut presque entendre l'écho lointain des tambours cérémoniels et des chants rituels qui accompagnaient les offrandes aux divinités. Car la religion maya ne se contentait pas de contemplation passive. Elle exigeait une participation active sous forme de rituels complexes qui pouvaient inclure des offrandes d'encens, de nourriture, de sang et, dans certains cas, de vies humaines. Le sacrifice humain, bien que moins fréquent que chez leurs voisins aztèques, faisait partie des pratiques religieuses mayas, particulièrement lors d'événements importants comme l'intronisation d'un nouveau souverain, la dédicace d'un temple ou en période de crise comme une sécheresse prolongée. Ces sacrifices étaient considérés comme nécessaires pour nourrir les dieux et maintenir l'équilibre cosmique, une responsabilité sacrée qui incombait principalement à l'élite dirigeante. À l'aube d'un nouveau jour, la brume matinale s'élève entre les pyramides de Calakmul, créant une atmosphère mystérieuse et presque surnaturelle. Cette cité, qui fut l'une des plus puissantes de la période classique, était au centre d'un réseau complexe d'alliances et de rivalités qui structurait le paysage politique maya. Car contrairement à une idée répandue, les Mayas ne formaient pas un empire unifié sous l'autorité d'un seul souverain, mais plutôt une mosaïque de cités-États indépendantes, chacune contrôlant un territoire plus ou moins étendu et entretenant des relations diplomatiques, commerciales et parfois conflictuelles avec ses voisines. Ces cités-États étaient gouvernées par des dynasties de souverains divins, les Kuhulajau, qui prétendaient descendre des dieux et qui légitimaient leur pouvoir par cette ascendance divine et par leurs exploits militaires et rituels. Les relations entre ces différentes entités politiques étaient complexes et changeantes, oscillant entre alliances matrimoniales, échanges commerciaux, vassalités et guerres ouvertes. Deux des plus puissantes cités-États, Tikal et Calakmul, dominèrent dans la scène politique maya pendant une grande partie de la période classique, chacune à la tête d'un réseau d'alliés et de vassaux, dans une dynamique qui a parfois été comparée à une guerre froide mésoaméricaine. La guerre occupait une place importante dans la société maya, non seulement comme moyen d'étendre son influence politique et économique, mais aussi comme source de prestige pour les souverains et comme contexte pour la capture de prisonniers destinés au sacrifice. Les conflits n'impliquaient généralement pas la destruction totale des cités vaincues ou l'annexion de leur territoire, mais plutôt l'imposition d'un tribut et l'humiliation rituelle des dirigeants capturés. Ces derniers pouvaient être sacrifiés lors de cérémonies publiques, mais étaient parfois gardés en captivité ou renvoyés dans leur cité d'origine après avoir subi des mutilations rituelles comme l'amputation des doigts ou l'extraction des ongles. Les exploits militaires des souverains étaient célébrés sur des monuments sculptés qui servaient à la fois de propagande politique et de rappel du pouvoir divin du dirigeant. Ces stèles et ces linteaux sculptés constituent aujourd'hui une source précieuse d'informations sur l'histoire politique maya, car ils mentionnent souvent des dates précises, des noms de lieux et de personnes, et décrivent des événements spécifiques comme des batailles, des cérémonies d'accession au trône ou des rituels religieux importants. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, illuminant les vestiges de ce qui fut autrefois le cœur battant de la civilisation maya. Dans les grandes places publiques, entourées de temples et de palais, se déroulaient non seulement des cérémonies religieuses et des événements politiques, mais aussi des activités économiques intenses. Les Mayas avaient développé un système commercial sophistiqué, avec des marchés réguliers où s'échangeaient des produits locaux et des biens de luxe importés de régions lointaines. Les marchands mayas voyageaient sur de longues distances, transportant du jade, des plumes d'oiseaux exotiques, du sel, du cacao, des coquillages marins et d'autres produits précieux. Ces réseaux commerciaux s'étendaient bien au-delà du territoire maya, atteignant des régions aussi éloignées que le centre du Mexique et l'Amérique centrale. Le commerce n'était pas seulement une activité économique. Il avait aussi des dimensions diplomatiques et culturelles importantes,
facilitant l'échange d'idées, de techniques et de croyances entre différentes régions mésoaméricaines. Les Mayas utilisaient diverses formes de monnaie, notamment des fèves de cacao et des petites cloches en cuivre, mais la plupart des échanges se faisaient probablement sous forme de troc. L'économie maya reposait principalement sur l'agriculture, avec le maïs comme culture principale, complétée par les haricots, les courges, les piments, le manioc et divers fruits tropicaux. Pour maximiser la production agricole dans un environnement tropical parfois difficile, les Mayas avaient développé des techniques agricoles innovantes, comme les champs surélevés dans les zones marécageuses, les terrasses sur les pentes des collines et les systèmes d'irrigation complexes. Alors que le jour avance, l'attention se porte sur les impressionnants monuments qui dominent le paysage des anciennes cités mayas, les pyramides. Ces structures monumentales, construites sans l'aide d'outils métalliques, de bêtes, de sommes ou de la roue, témoignent de l'ingéniosité technique et de l'organisation sociale des Mayas. Les pyramides mayas n'étaient pas des tombeaux comme leurs homologues égyptiennes, mais plutôt des temples élevés vers le ciel, symbolisant la montagne sacrée qui, dans la cosmologie mésoaméricaine, reliait le monde terrestre au domaine céleste. Construites en pierre calcaire, matériau abondant dans la région, ces pyramides étaient généralement édifiées en plusieurs phases, chaque nouveau souverain ajoutant une couche supplémentaire à la structure existante, englobant ainsi le temple précédent. Cette pratique de construction par superposition a parfois permis la préservation exceptionnelle de structures plus anciennes, comme dans le cas du temple des inscriptions à Palenque, où la tombe du roi Kinich Janahab Pakal a été découverte intacte à l'intérieur de la pyramide. Les pyramides mayas se distinguent par leur forme à degrés, avec des escaliers raides menant à un temple au sommet. Ces escaliers étaient souvent orientés en fonction de phénomènes astronomiques spécifiques, comme le lever du soleil au solstice ou aux équinoxes, ou certaines positions de Vénus. L'un des exemples les plus spectaculaires de cette orientation astronomique est visible à Chichén Itzá, où, lors des équinoxes, le jeu d'ombre et de lumière sur la pyramide de Kukulkan crée l'illusion d'un serpent descendant le long de la balustrade, une manifestation visuelle du dieu serpent à plumes. Au pied des pyramides se trouvent souvent des places publiques où se déroulaient des cérémonies religieuses, des événements politiques et des marchés. Ces espaces ouverts étaient entourés d'autres structures importantes, comme les palais, les bâtiments administratifs et les terrains de jeux de balle. Ce dernier élément, le terrain de jeu de balle, était une caractéristique distinctive des cités mésoaméricaines, y compris celle des Mayas. Le jeu de balle, appelé Poctapoc en maya, n'était pas simplement un divertissement. Il avait des connotations religieuses profondes, symbolisant la lutte cosmique entre les forces de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres. Le terrain, généralement en forme de I, était flanqué de hauts murs sur lesquels étaient fixés des anneaux de pierre. Les joueurs, divisés en deux équipes, devaient faire passer une balle en caoutchouc à travers ces anneaux, sans utiliser leurs mains ou leurs pieds, mais seulement leurs hanches, leurs épaules et leurs genoux. Ce jeu difficile et parfois violent pouvait avoir des enjeux considérables. Certaines sources suggérant que les capitaines des équipes perdantes pouvaient être sacrifiés. Bien que cette pratique ait probablement varié selon les époques et les régions. À mesure que le soleil commence à décliner, ses rayons obliques révèlent les détails fins des sculptures et des reliefs qui ornent les bâtiments mayas. Ces œuvres d'art ne sont pas simplement décoratives. Elles sont porteuses de messages religieux, politiques et historiques complexes. Les artistes mayas excellaient dans la sculpture sur pierre, créant des stèles monumentales, des linteaux ornés et des façades élaborées qui racontaient les exploits des souverains, les mythes de création et les événements cosmiques importants. Ils maîtrisaient également la peinture murale, dont certains exemples remarquablement préservés ont été découverts à des sites comme Bonampak, où des fresques colorées dépeignent des scènes de bataille, de capture de prisonniers et de cérémonies de cours. La céramique maya,
constitue une autre forme d'expression artistique importante, avec des vases polychromes décorés de scènes mythologiques, de représentations de la cour royale et de hiéroglyphes. Ces objets, souvent placés dans les tombes comme offrandes funéraires, fournissent qu'aujourd'hui des informations précieuses sur la vie, les croyances et les pratiques des Mayas. L'art maya se caractérise par son style naturaliste mais stylisé, ses compositions complexes et sa riche symbolique. Les artistes mayas portaient une attention particulière aux détails, représentant avec précision les costumes élaborés, les coiffures et les ornements corporels qui distinguaient les différents rangs sociaux et les rôles rituels. L'une des réalisations les plus remarquables des Mayas est leur système d'écriture, l'un des rares systèmes d'écriture complètement développés dans les Amériques précoloniales. L'écriture maya combine des éléments logographiques, syllabiques et idéographiques, formant un système complexe mais flexible, capable d'exprimer des concepts abstraits, des noms propres et des récits détaillés. Les hiéroglyphes mayas, gravés sur la pierre, peints sur des céramiques ou écrits sur des codex en papier d'écorce, enregistrèrent des informations diverses. Dates, événements historiques, généalogie royale, prophéties et connaissances astronomiques. Pendant longtemps, cette écriture est restée indéchiffrable pour les chercheurs modernes, jusqu'aux avancées majeures réalisées dans les années 70 et 80, qui ont permis de comprendre la structure grammaticale et le vocabulaire de l'ancienne langue maya. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la civilisation maya, donnant accès à une multitude de textes qui racontent l'histoire des différentes cités-États, de leurs souverains et de leurs relations, ainsi que des aspects de leur vie, religieux et culturels qui n'étaient pas visibles à travers les seuls vestiges archéologiques. Le crépuscule enveloppe maintenant la jungle, transformant le paysage en un tableau de bleu profond et de pourpres intenses. Les étoiles commencèrent à apparaître, les mêmes étoiles que les astronomes mayas observaient avec une attention méticuleuse, cherchant à comprendre les cycles cosmiques qui, selon eux, influençaient tous les aspects de la vie terrestre. Cette quête de compréhension des patterns célestes était intimement liée à leur conception du temps et à leurs prophéties concernant l'avenir. Pour les Mayas, le temps était cyclique et certains événements étaient destinés à se répéter à des intervalles prévisibles. Cette vision du temps comme un ensemble de cycles imbriqués les uns dans les autres est particulièrement évidente dans leur fameux calendrier de fin de cycle, qui a attiré beaucoup d'attention à l'approche de l'année 2012 de notre ère. Cette date correspondait, selon certaines interprétations, à la fin d'un cycle majeur dans le conte long maya, le 13e Baktun. Contrairement à certaines interprétations populaires modernes, les Mayas ne prédisaient pas une fin du monde apocalyptique à cette date, mais plutôt la fin d'un cycle et le début d'un autre, un moment de transformation et de renouveau. Cette conception cyclique du temps pourrait avoir influencé leurs réponses aux défis environnementaux, sociaux et politiques qui ont conduit à ce qu'on appelle l'effondrement maya classique. Car c'est bien cet effondrement, ce déclin rapide et mystérieux d'une civilisation qui avait atteint des sommets de sophistication culturelle, architecturale et intellectuelle, qui continue d'intriguer les chercheurs et de stimuler l'imagination. Entre l'an 800 et 900 de notre ère, les grandes cités mayas des basses terres du sud, comme Tikal, Palenque, Copan et Calakmul, qui avaient été des centres de pouvoir et de culture pendant des siècles, furent progressivement abandonnés. La construction de nouveaux monuments cessa, les stèles commémoratives ne furent plus érigées et la population commença à décliner drastiquement. Certaines estimations suggérant une diminution de 90 à 95% dans certaines régions. Ce phénomène ne fut pas instantané ni uniforme. Certaines cités résistèrent plus longtemps que d'autres, et les régions du nord, notamment le Yucatan, connurent même une période de prospérité et d'innovation architecturale après le déclin des centres du sud. Mais le résultat final fut le même. La fin de la période classique maya, caractérisée par la disparition de la structure politique,
sociale et culturelle qui avait défini cette civilisation pendant des siècles. Les théories expliquant cet effondrement sont nombreuses et variées, allant des causes environnementales aux facteurs sociopolitiques, en passant par des explications combinant plusieurs de ces éléments. L'une des hypothèses les plus largement acceptées implique des changements climatiques, notamment une série de sécheresses sévères qui auraient affecté la région entre l'an 800 et 1000 de notre ère. Des études paléoclimatiques, basées sur l'analyse des sédiments lacustres et des stalagmites dans des grottes, ont révélé des preuves de périodes de sécheresse prolongées qui coïncident avec le timing de l'effondrement maya. Dans une région où l'agriculture dépendait fortement des précipitations saisonnières et où l'eau potable pouvait devenir rare pendant la saison sèche, de telles sécheresses auraient eu des conséquences dévastatrices. Les systèmes de collecte et de stockage d'eau que les Mayas avaient développés, comme les réservoirs artificiels, aguadas, et les chultun, citernes souterraines, n'auraient peut-être pas suffi à faire face à des sécheresses exceptionnellement longues et sévères. La baisse de la production agricole aurait entraîné des famines, affaiblissant la population et déstabilisant l'ordre social et politique. Une autre théorie met l'accent sur la dégradation environnementale causée par les pratiques agricoles mayas elles-mêmes. Pour soutenir une population croissante, estimée à plusieurs millions de personnes au plus fort de la période classique, les Mayas avaient défriché de vastes étendues de forêts tropicales pour l'agriculture et exploité intensivement les ressources naturelles. La déforestation, combinée à des techniques agricoles qui pouvaient être non durables à long terme, aurait pu entraîner l'érosion des sols, la diminution de leur fertilité et la perturbation des cycles hydrologiques locaux. Ces changements environnementaux, exacerbés par les sécheresses mentionnées précédemment, auraient créé un cercle vicieux de baisse de la production alimentaire, de famine et de déclin démographique. Les facteurs sociopolitiques ont également joué un rôle important dans l'effondrement maya. La société maya classique était hautement stratifiée, avec une élite dirigeante qui consommait une part significative des ressources pour maintenir son style de vie luxueux et financer la construction de monuments toujours plus grandioses. Cette pression sur les ressources, combinée à une compétition intense entre les différentes cités-États pour le prestige, le pouvoir et le contrôle des routes commerciales, aurait pu créer des tensions sociales et économiques insoutenables. Les preuves archéologiques suggèrent une augmentation de la guerre et des conflits internes durant les dernières décennies de la période classique, avec des signes de destruction violente dans certaines cités et la construction de fortifications défensives dans d'autres. Ces conflits auraient non seulement causé des pertes humaines directes, mais aussi perturbé les réseaux commerciaux, l'agriculture et les autres activités économiques, contribuant ainsi au déclin général. Certains chercheurs ont également suggéré que des épidémies auraient pu jouer un rôle dans l'effondrement maya. Dans une région tropicale densément peuplée, avec des conditions sanitaires probablement précaires, des maladies infectieuses auraient pu se propager rapidement et causer une mortalité massive. Bien que les preuves directes de telles épidémies soient difficiles à obtenir pour cette période, des études sur les ossements humains ont révélé des signes de malnutrition et de maladies diverses qui pourraient avoir affaibli la population et l'a rendue plus vulnérable aux infections. Des maladies comme la malaria, la fièvre jaune, le typhus et la dysenterie, endémiques dans les régions tropicales, auraient pu avoir des effets dévastateurs sur une population déjà affaiblie par la famine et les conflits. Enfin, certains ont évoqué la possibilité de facteurs culturels et psychologiques dans l'effondrement maya. La vision cyclique du temps et la croyance en des prophéties concernant la fin des cycles majeurs pourraient avoir influencé la réponse des Mayas aux crises qu'ils traversaient. Face à des difficultés environnementales, économiques et politiques sans précédent, certains dirigeants mayas auraient pu interpréter ces événements comme des signes cosmiques annonçant la fin d'un cycle et la nécessité d'un changement radical. Cette interprétation religieuse des crises pourrait avoir motivé l'abandon délibéré de certaines cités et pratiques culturelles, dans l'attente d'un renouveau qui prendrait une forme différente. La réalité de l'effondrement maya
est probablement une combinaison complexe de tous ces facteurs, interagissant de manière synergique pour créer une tempête parfaite qui dépassa les capacités d'adaptation de la société maya classique. Les sécheresses et la dégradation environnementale auraient réduit la production agricole, entraînant des famines qui affaiblirent la population et exacerbèrent les tensions sociales. L'incapacité des dirigeants à résoudre ces crises aurait miné leur légitimité, basée sur leur prétendue capacité à communiquer avec les dieux et à assurer la prospérité de leur peuple. Les conflits pour des ressources de plus en plus rares auraient détourné de l'énergie et des ressources des activités productives, aggravant encore la situation économique. Les épidémies auraient frappé une population déjà vulnérable, causant une mortalité massive et perturbant davantage le tissu social. Face à ces défis multiples et interdépendants, la résilience de la société maya aurait été mise à rude épreuve, jusqu'à atteindre un point de rupture. Il est important de noter que l'effondrement maya classique ne fut pas la fin de la civilisation maya dans son ensemble. Les Mayas ne disparurent pas mystérieusement sans laisser de traces, comme le suggèrent parfois les récits populaires. Au contraire, ils s'adaptèrent, se déplacèrent et transformèrent leur société en réponse aux défis qu'ils rencontraient. Alors que les grandes cités des basses terres du Sud étaient abandonnées, d'autres régions, notamment dans le nord de la péninsule du Yucatan, connurent une période de prospérité et d'innovation. Des centres comme Chichén Itzá, Uxmal et plus tard Mayapan émergèrent comme de nouvelles puissances régionales, développant des styles architecturaux distincts et des structures politiques différentes de celles de la période classique. Ces cités du post-classique montrent des influences culturelles diverses, suggérant des contacts accrus avec d'autres régions mésoaméricaines, notamment le centre du Mexique. La société maya post-classique était généralement moins hiérarchisée et moins centralisée que celle de la période classique, avec un accent plus marqué sur le commerce et les activités mercantiles. Les descendants des Mayas classiques continuèrent à vivre dans la région, préservant certains aspects de leur culture, de leur langue et de leurs croyances, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au début du XVIe siècle, ils trouvèrent des sociétés mayas encore dynamiques et organisées, capables de résister militairement et culturellement à l'invasion européenne pendant des décennies. Même après la conquête espagnole, les communautés mayas maintinrent des éléments significatifs de leur identité culturelle, créant des formes syncrétiques qui combinaient des traditions indigènes et des éléments chrétiens. Aujourd'hui, plusieurs millions de personnes d'ascendance maya vivent encore dans les régions qui formaient autrefois le cœur de leur civilisation, parlant des langues mayas et maintenant certaines pratiques culturelles et religieuses qui remontent à leurs ancêtres précoloniaux. Cette continuité culturelle, malgré les bouleversements historiques, témoigne de la résilience du peuple maya et de la profondeur de ses racines dans le paysage mésoaméricain. La nuit est maintenant complète, et le ciel au-dessus des ruines mayas est un spectacle de beauté stellaire, un firmament d'étoiles qui semble suspendu juste au-dessus des pyramides silencieuses. Dans cette obscurité paisible, on peut méditer sur le mystère de l'effondrement maya et sur les leçons qu'il pourrait offrir à notre propre civilisation. Car l'histoire des Mayas n'est pas simplement celle d'une civilisation ancienne qui a connu son apogée puis son déclin. C'est aussi un miroir dans lequel nous pouvons entrevoir des reflets de nos propres défis contemporains. Les Mayas ont fait face à des changements climatiques, à la dégradation environnementale, à des inégalités sociales croissantes, à des conflits pour des ressources limitées et à des crises de légitimité politique, des problématiques qui résonnent de manière troublante avec celles de notre époque. Leur histoire nous rappelle la vulnérabilité des sociétés humaines, même les plus avancées et les plus sophistiquées, face à des défis environnementaux et sociaux complexes. Elle souligne l'importance de l'adaptabilité, de la durabilité et de la résilience sociale face à des conditions changeantes. En même temps, l'héritage des Mayas nous rappelle la créativité et l'ingéniosité dont les humains sont capables. À une époque où ils ne disposaient pas d'outils métalliques, de bêtes de somme
ou de la roue, les Mayas ont construit des cités monumentales, développé un système d'écriture sophistiqué, créé des œuvres d'art d'une beauté exquise et élaboré un système calendaire d'une précision étonnante. Ils ont observé le ciel nocturne avec patience et méthode, identifiant des patterns cycliques qui leur ont permis de prédire des phénomènes astronomiques avec une exactitude qui étonne encore les scientifiques modernes. Ils ont adapté leurs techniques agricoles aux défis spécifiques de leur environnement tropical, développant des approches innovantes pour maximiser la production dans des conditions parfois difficiles. Cette capacité d'innovation et d'adaptation est peut-être l'aspect le plus inspirant de l'héritage maya, nous rappelant que les sociétés humaines peuvent trouver des solutions créatives aux défis qu'elles rencontrent, même avec des ressources limitées. L'aube d'un nouveau jour se lève sur les ruines mayas, les premiers rayons du soleil illuminant les sommets des pyramides d'une lumière dorée, tandis que la jungle environnante s'éveille progressivement au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Ce cycle quotidien de l'obscurité à la lumière, qui se répète inexorablement depuis des millénaires, était au cœur de la cosmologie maya, une manifestation tangible de leur vision cyclique du temps et de l'existence. Pour les Mayas, le soleil n'était pas simplement un astre, il était une divinité, Kinich Ajao, qui chaque jour entreprenait un voyage périlleux à travers le ciel et l'inframonde, mourant à l'ouest pour renaître à l'est. Ce voyage solaire quotidien était un microcosme des cycles plus larges qui, selon eux, structuraient l'histoire cosmique. Des cycles de création, de destruction et de renaissance qui se répétaient à différentes échelles temporelles. Cette vision cyclique du temps pourrait avoir influencé leur réponse à l'effondrement de leur civilisation classique, le percevant peut-être non pas comme une fin définitive, mais comme une transition vers une nouvelle phase d'un cycle cosmique plus vaste. Alors que le soleil monte dans le ciel, éclairant progressivement les détails architecturaux des anciennes cités mayas, on peut contempler une autre dimension fascinante de cette civilisation, son système d'écriture. Les hiéroglyphes mayas, gravés sur des stèles, des linteaux et des escaliers, ou peints sur des céramiques et des codex, constituent l'un des systèmes d'écriture les plus sophistiqués développés indépendamment dans le monde ancien. Combinant des éléments logographiques, signes représentant des mots entiers, syllabiques, signes représentant des sons, et idéographiques, signes représentant des concepts, l'écriture maya permettait d'exprimer des idées complexes, de narrer des événements historiques et de consigner des connaissances astronomiques et calendaires. Pendant longtemps, ce système d'écriture est resté largement indéchiffrable pour les chercheurs modernes, à l'exception de certains signes liés aux dates et aux nombres. Ce n'est qu'à partir des années 70, grâce aux travaux pionniers de chercheurs comme Tatiana Proskouriakov, Yuri Knorozov, Linda Shelley et David Stewart, que des avancées majeures ont été réalisées dans le déchiffrement des hiéroglyphes mayas. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la civilisation maya, donnant accès à des textes qui racontent l'histoire dynastique des différentes cités-États, décrivent des rituels religieux, consignent des observations astronomiques et narrent des mythes fondateurs. À travers ces textes, les voix des Mayas eux-mêmes émergent du silence des siècles, nous offrant une perspective inestimable sur leur vision du monde, leurs valeurs et leur histoire. La chaleur de la journée s'intensifie, créant une brume légère qui adoucit les contours des monuments mayas et leur donne une qualité presque onirique. Dans cette atmosphère éthérée, on peut explorer un autre aspect fascinant de la culture maya, leur conception de la vie après la mort et leur relation avec leurs ancêtres. Pour les Mayas, la mort n'était pas une fin définitive, mais plutôt une transition vers un autre état d'existence. Ils croyaient que l'âme du défunt entreprenait un voyage périlleux à travers Xibalba, l'inframonde, affrontant diverses épreuves et entités surnaturelles avant de pouvoir atteindre sa destination finale. Cette croyance se reflète dans les pratiques funéraires mayas, qui variaient selon le statut social du défunt. Les membres de l'élite étaient généralement enterrés sous
ou à l'intérieur des temples et des pyramides, accompagnés d'offrandes luxueuses, comme des objets en jade, des céramiques finement décorées et parfois des sacrifices humains. Ces tombes élaborées, comme celle du roi Pakal à Palenque, étaient conçues non seulement comme des lieux de repos pour le corps, mais aussi comme des portails symboliques entre le monde des vivants et celui des morts. Les gens du commun recevaient des sépultures plus modestes, souvent sous le sol de leur maison, créant ainsi un lien physique et symbolique entre les générations vivantes et leurs ancêtres. Le culte des ancêtres était un aspect central de la religion maya, particulièrement pour l'élite dirigeante qui légitimait son pouvoir, en revendiquant une ascendance divine ou héroïque. Les souverains mayas consultaient régulièrement les esprits de leurs ancêtres à travers des rituels complexes qui pouvaient impliquer l'autosacrifice, le prélèvement de sang par perforation de la langue, des oreilles ou des organes génitaux, l'inhalation de substances psychoactives comme le tabac ou des champignons hallucinogènes, et la contemplation de surfaces réfléchissantes comme des miroirs en pyrite. Ces communications avec le monde des esprits n'étaient pas simplement des exercices spirituels. Elles avaient des implications politiques et sociales concrètes, les messages des ancêtres étant invoqués pour justifier des décisions, légitimer des successions dynastiques ou sanctionner des actions militaires. À mesure que le soleil commence sa descente vers l'horizon occidental, ces rayons obliques créent des jeux d'ombre et de lumière fascinants sur les façades sculptées des temples mayas. Ces reliefs, d'une complexité et d'une finesse remarquables, témoignent non seulement du talent artistique des sculpteurs mayas, mais aussi de la richesse de leur mythologie et de leur vision cosmologique. L'un des mythes fondamentaux de la culture maya est celui de la création du monde actuel, narré dans le Popol Vuh, un texte maya quiché transcrit au XVIe siècle, mais dont les racines remontent à la période précoloniale. Selon ce récit, le monde actuel est le résultat de plusieurs tentatives de création par les dieux, les premières ayant échoué car les créatures qui en résultaient, d'abord des animaux, puis des êtres faits d'argile, puis de bois, n'étaient pas capables de vénérer correctement leur créateur. Ce n'est qu'avec la 4e tentative, utilisant du maïs comme matière première, que les dieux parvinrent à créer des êtres véritablement humains, capables de parole, de pensée et de vénération divine. Ce mythe de création explique non seulement l'origine des humains, mais aussi l'importance centrale du maïs dans la culture maya. Considéré non pas simplement comme un aliment, mais comme la substance même dont sont faits les corps humains. Le Popol Vuh narre également les aventures des jumeaux héroïques Hunahpu et Xbalanque qui descendent dans l'inframonde pour venger la mort de leur père et de leur oncle, tués par les seigneurs de Xibalba. À travers une série d'épreuves et de tromperies, les jumeaux parviennent à vaincre les seigneurs de la mort et à renaître sous forme d'astres célestes, le soleil et la lune. Ce mythe, qui combine des éléments de drame familial, de quête héroïque et de symbolisme cosmique, était fondamental pour la vision maya du monde, expliquant non seulement l'origine des corps célestes, mais aussi la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Des représentations des jumeaux héroïques et de leurs aventures apparaissent fréquemment dans l'art maya, notamment sur des céramiques et des peintures murales, témoignant de l'importance culturelle de ce récit mythologique. Le crépuscule approche, teintant le ciel de nuances de rose, d'orange et de pourpre, tandis que les premiers oiseaux nocturnes commencent leur concert dans la jungle environnante. À cette heure magique entre le jour et la nuit, on peut contempler l'un des aspects les plus intrigants de la civilisation maya, leur relation avec les rêves et les états altérés de conscience. Pour les Mayas, les rêves n'étaient pas simplement des produits de l'imagination individuelle, mais des fenêtres sur d'autres dimensions de la réalité, des moyens de communication avec les dieux, les ancêtres et les forces de la nature. Les prêtres et les chamans mayas utilisaient diverses techniques pour induire des visions et des expériences mystiques, notamment le jeûne, la privation de sommeil, l'autosacrifice et l'ingestion de substances psychoactives dérivées de plantes comme le tabac, le datura
le nénuphar sacré et certains champignons. Ces états altérés de conscience étaient considérés comme essentiels pour accéder à des connaissances spirituelles profondes, pour diagnostiquer et guérir des maladies et pour prédire l'avenir. Les visions obtenues durant ces transes chamaniques influençaient des décisions importantes concernant l'agriculture, la guerre, les alliances politiques et les cérémonies religieuses. Cette valorisation des états non ordinaires de conscience reflète une conception maya du monde, où la réalité quotidienne n'est qu'une facette d'un univers multidimensionnel, peuplé d'entités et de forces invisibles mais puissantes. La nuit tombe complètement sur les ruines mayas, enveloppant les anciennes pierres dans un manteau d'obscurité percé seulement par la lueur argentée de la lune et le scintillement des étoiles. Dans ce silence profond, interrompu seulement par les bruits nocturnes de la jungle, on peut méditer sur l'une des questions les plus fascinantes concernant les Mayas. Avaient-ils prédit leur propre effondrement ? Certains chercheurs ont suggéré que les Mayas, avec leur compréhension sophistiquée des cycles temporels et leur observation méticuleuse des phénomènes célestes, auraient pu anticiper les défis environnementaux et sociaux qui menaçaient leur civilisation. Leurs calculs astronomiques leur permettaient de prédire avec précision des événements comme les éclipses, les positions de Vénus et d'autres corps célestes qu'ils associaient à des influences spécifiques sur les affaires humaines. Est-il possible qu'ils aient également identifié des patterns climatiques à long terme, comme les cycles de sécheresse, qui ont probablement contribué à leur effondrement ? Certains textes mayas, notamment ceux qui traitent de prophéties associées aux fins de cycles calendaires, contiennent des références à des périodes de difficulté, de famine et de troubles sociaux. Ces prophéties étaient-elles des extrapolations basées sur l'observation de tendances environnementales et sociales, ou simplement des projections générales basées sur leur vision cyclique du temps ? La question reste ouverte, mais elle soulève des réflexions intéressantes sur la façon dont les sociétés perçoivent et répondent aux signes avant-coureurs de crise. Si les élites dirigeantes mayas avaient effectivement reconnu les dangers qui menaçaient leur civilisation, pourquoi n'ont-elles pas réussi à mettre en œuvre des changements suffisants pour éviter l'effondrement ? Peut-être étaient-elles prisonnières de structures sociales, politiques et religieuses trop rigides pour permettre une adaptation rapide à des conditions changeantes. Peut-être les intérêts à court terme des élites étaient-ils en conflit avec les mesures nécessaires pour assurer la durabilité à long terme ? Ou peut-être la combinaison de défis environnementaux, sociaux et politiques était-elle simplement trop complexe et trop sévère pour être surmontée avec les ressources et les connaissances disponibles à l'époque ? Ces questions résonnent de manière troublante avec nos propres défis contemporains face au changement climatique, à la dégradation environnementale et aux inégalités sociales croissantes. L'histoire des Mayas nous offre peut-être non seulement un fascinant voyage dans le passé, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons examiner notre propre relation avec l'environnement, la durabilité et la résilience sociale. À mesure que la nuit avance, la lune monte plus à haut dans le ciel, baignant les ruines mayas d'une lumière argentée qui transforme les anciennes pierres en silhouettes fantomatiques. Dans cette atmosphère mystérieuse, propice à la contemplation, on peut explorer une dimension souvent négligée de la culture maya, leur relation avec le son et la musique. Les Mayas avaient développé une riche tradition musicale, utilisant divers instruments comme des tambours, des flûtes en os ou en argile, des sifflets, des hochets et des trompettes en coquillage. La musique n'était pas simplement un divertissement. Elle était un élément essentiel des cérémonies religieuses, des événements politiques, des célébrations communautaires et des rituels de guérison. Les sons produits par ces instruments étaient considérés comme des moyens de communication avec les dieux et les forces de la nature, capables d'ouvrir des portails entre les différentes dimensions de la réalité. Certains instruments mayas étaient conçus pour imiter les voix d'animaux sacrés comme le jaguar ou le quetzal, établissant ainsi un lien symbolique avec les puissances animales vénérées dans la mythologie maya. D'autres produisaient des sons aux propriétés acoustiques particulières, créant des effets psychoacoustiques qui pouvaient induire des états altérés de conscience,
ou évoquaient des phénomènes naturels comme la pluie ou le tonnerre. Les archéologues ont découvert que certains bâtiments mayas, notamment à Chichén Itzá, étaient reconçus avec une acoustique spécifique, produisant des échos et des résonances qui amplifiaient certains sons et en atténuaient d'autres, créant ainsi des expériences sonores immersives lors des cérémonies. La poésie et le chant occupaient également une place importante dans la culture maya, comme en témoignent les textes hiéroglyphiques et les représentations picturales de performances rituelles. Les poèmes mayas, dont certains ont survécu grâce à des transcriptions coloniales comme les livres de Chilam Balam, se caractérisent par leur utilisation du parallélisme, une technique rhétorique où une idée est exprimée de deux manières légèrement différentes, créant un rythme et une emphase particuliers. Ces formes poétiques étaient souvent chantées ou récitées lors de cérémonies, accompagnées d'instruments de musique et parfois de danse. La danse était en effet un autre élément crucial des rituels mayas, avec des chorégraphies complexes qui racontaient des histoires mythologiques, commémoraient des événements historiques ou symbolisaient des phénomènes cosmiques comme le mouvement. Des astres. Les danseurs portaient souvent des costumes élaborés et des masques représentant des divinités, des animaux sacrés ou des ancêtres, incarnant temporairement ces entités durant la performance. Ces danses n'étaient pas simplement des représentations. Elles étaient considérées comme des actes de création et de transformation, capables d'influencer les forces cosmiques et de maintenir l'équilibre du monde. Les heures les plus sombres de la nuit s'écoulent lentement, le temps semblant suspendu dans l'obscurité profonde qui enveloppe les ruines mayas. Cette expérience du temps, à la fois cyclique et non linéaire, était au cœur de la pensée maya. Pour eux, le temps n'était pas simplement une progression d'instants qui s'écoulent irréversiblement du passé vers le futur, mais plutôt un ensemble de cycles imbriqués, des plus courts aux plus longs, qui se répétaient avec des variations subtiles. Cette conception du temps se reflétait dans leur système calendaire complexe et dans leur vision prophétique de l'histoire. Les prophéties mayas n'étaient pas des prédictions spécifiques d'événements uniques, mais plutôt des anticipations de patterns récurrents, basées sur l'observation des cycles passés. Selon cette vision, l'histoire se répète, non pas de manière identique, mais avec des échos et des résonances reconnaissables. Les Khatun et les Bakhtun, ces périodes de 2400 ans respectivement, étaient associées à des influences spécifiques, à des présages particuliers et à des tendances historiques prévisibles. Les prêtres chroniqueurs mayas consignaient les événements marquants de chaque période, créant ainsi une base de données historiques qui leur permettait d'anticiper les caractéristiques probables des cycles futurs, portant le même nom ou la même à charge énergétique. Cette vision cyclique du temps pourrait expliquer en partie la réaction des Mayas face à l'effondrement de leur civilisation classique. Plutôt que de percevoir ce déclin comme une catastrophe finale et irréversible, ils l'auraient peut-être interprété comme la fin prévisible d'un cycle et le début d'un autre. Une transition difficile, mais nécessaire vers une nouvelle configuration du monde. Cette interprétation aurait pu les aider à donner un sens à l'adversité, à maintenir une continuité culturelle malgré les bouleversements, et à adapter leurs pratiques et leurs croyances aux nouvelles réalités sans abandonner complètement leur identité. La résilience culturelle des Mayas, qui ont survécu non seulement à l'effondrement de leur civilisation classique, mais aussi à la conquête espagnole et à 5 siècles de domination coloniale et post-coloniale, témoigne peut-être de la valeur adaptative de cette vision cyclique de l'histoire. Plutôt que de se considérer comme les victimes d'une fin définitive, ils se sont perçus comme les participants d'un cycle continu de destruction et de création, de déclin et de renouveau. L'obscurité de la nuit commence à s'atténuer, annonçant l'approche de l'aube. Les étoiles pâlissent progressivement et une lueur diffuse apparaît à l'horizon oriental, présageant le retour imminent de l'astre solaire. Ce moment de transition entre la nuit et le jour était particulièrement significatif pour les Mayas, symbolisant le renouvellement quotidien du cosmos
et la victoire temporaire des forces de la lumière sur celles des ténèbres. Le lever du soleil était célébré par des prières et des offrandes, accompagné parfois de musique et de danse qui saluaient le retour de Kinishajao, le dieu solaire, après son périlleux voyage nocturne à travers l'inframonde. Cette attention méticuleuse au cycle naturel, des plus évidents comme l'alternance du jour et de la nuit, aux plus subtils, comme les variations saisonnières des précipitations ou les cycles de diverses plantes et animaux, était une caractéristique fondamentale de la pensée maya. Leur survie et leur prospérité dépendèrent de leur capacité à anticiper ces cycles, à s'y adapter et à les utiliser à leur avantage. Leur calendrier, leurs observations astronomiques et leurs pratiques agricoles témoignent tous de cette relation intime avec les patterns cycliques de leur environnement. Cette conscience aiguë des cycles naturels soulève une question intrigante. Si les Mayas étaient si attentifs aux signaux environnementaux, comment se fait-il qu'ils n'aient pas réussi à prévenir l'effondrement de leur civilisation classique, apparemment liée en grande partie à des facteurs environnementaux comme des sécheresses prolongées et la dégradation des sols? Une partie de la réponse pourrait résider dans l'échelle temporelle des défis auxquels ils faisaient face. Certains processus environnementaux, comme l'érosion des sols ou les changements climatiques à long terme, se déroulent sur des décennies ou des siècles, dépassant l'expérience directe d'une génération humaine et rendant difficile la reconnaissance de tendances subtiles mais significatives. De plus, les sociétés humaines, même les plus sophistiquées, peuvent être limitées par leur paradigme culturel, leur structure sociale et leurs intérêts à court terme dans leur capacité à répondre efficacement à des défis environnementaux complexes. Les élites dirigeantes mayas, investies dans le maintien d'un système social, économique et religieux spécifique, auraient pu être réticentes à envisager des changements fondamentaux, même face à des signes de stress environnemental croissants. Des investissements massifs dans des projets de prestige comme la construction de temples et de palais auraient ne pu détourner des ressources qui auraient été mieux utilisées pour développer des pratiques agricoles plus durables ou des systèmes de gestion de l'eau plus efficaces. Ces réflexions sur les défis environnementaux auxquels les Mayas ont fait face et sur leur réponse à ces défis résonnent de manière troublante avec notre propre situation contemporaine. Comme les Mayas, nous sommes confrontés à des changements environnementaux potentiellement catastrophiques, notamment le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des sols et la pollution des eaux. Comme eux, nous disposons de connaissances scientifiques sophistiquées qui nous permettent de comprendre ces processus et de prévoir leurs conséquences probables. Et comme eux, nous semblons limités dans notre capacité à transformer cette compréhension en actions efficaces à l'échelle nécessaire, entravés par nos propres structures sociales, économiques et politiques, ainsi que par des perspectives à court terme qui ne prennent pas suffisamment en compte les conséquences à long terme de nos décisions. L'histoire des Mayas nous offre ainsi non seulement un fascinant voyage dans le passé, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons examiner nos propres défis et peut-être éviter de répéter leurs erreurs. Le premier rayon de soleil perce l'horizon, illuminant d'une lumière dorée le sommet de la pyramide principale de Tikal. Ce moment magique, où la nuit cède la place au jour, marque le début d'un nouveau cycle, une renaissance symbolique qui reflète la vision maya de l'existence comme un processus continu de transformation et de renouvellement. Alors que la lumière descend progressivement le long des flancs de la pyramide, révélant les détails des sculptures et des reliefs qui ornent sa façade, on peut méditer sur l'une des créations les plus extraordinaires de la civilisation maya, leur pyramide monumentale. Ces structures impressionnantes, qui dominent encore aujourd'hui le paysage des anciennes cités mayas, ne sont pas simplement des prouesses architecturales. Elles sont des symboles cosmiques complexes, des représentations matérielles de la vision maya du monde et de leur place dans l'univers. Les pyramides mayas se distinguent par leur forme caractéristique à degrés, avec une série de plateformes superposées qui se rétrécissent progressivement vers le sommet,
où se trouve généralement un temple. Cette forme n'est pas arbitraire. Elle symbolise la montagne sacrée, le point d'intersection entre le monde terrestre, le domaine céleste et l'inframonde. Dans la cosmologie mésoaméricaine, les montagnes étaient considérées comme des lieux de création, des sources d'eau et de fertilité, et des portails vers d'autres dimensions de la réalité. En construisant ces montagnes artificielles au cœur de leur cité, les Mayas créaient des centres énergétiques sacrés, des axes cosmiques autour desquels s'organisait la vie religieuse, politique et sociale de leur communauté. Les escaliers raides qui montent vers le temple sommital représentent le chemin difficile mais transformateur de l'ascension spirituelle, le passage du monde ordinaire vers le domaine du sacré. Seuls les individus de haut rang, comme les souverains et les prêtres, étaient autorisés à gravir ces marches et à accéder au temple, soulignant leur rôle d'intermédiaire entre le peuple et les dieux. La construction de ces pyramides était une entreprise colossale, nécessitant la mobilisation de milliers de travailleurs et d'immenses ressources matérielles. Sans l'aide d'outils métalliques, de bêtes de somme ou de la roue, les Mayas devaient extraire des blocs de pierre calcaire massifs des carrières, les transporter sur des distances considérables et les tailler avec précision à l'aide d'outils en main. Pierre plus dure. Ces blocs étaient ensuite assemblés sans mortier, maintenus en place par leur propre poids et par la précision de leur taille. Le cœur des pyramides était généralement constitué de gravats et de terre compactée, recouvert d'un parement de pierre calcaire soigneusement taillé. Ce parement était ensuite enduit de stuc, un mélange de chaux, de sable et d'eau, qui pouvait être modelé pour créer des reliefs et peints dans des couleurs vives, comme le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Bien que la plupart des pyramides mayas apparaissent aujourd'hui comme des structures de pierre nue, elles étaient à l'origine des monuments polychromes éclatants, visibles de loin et impressionnants par leur splendeur autant que par leur taille. Une caractéristique fascinante de nombreuses pyramides mayas est leur alignement astronomique précis. Les escaliers et les façades des temples étaient souvent orientés en fonction de phénomènes célestes spécifiques, comme le lever ou le coucher du soleil au solstice et aux équinoxes, ou certaines positions de Vénus considérées comme particulièrement significatives dans l'astrologie maya. Ces alignements n'étaient pas simplement des curiosités astronomiques. Ils avaient des implications religieuses profondes, marquant les moments propices pour des cérémonies particulières et établissant une correspondance symbolique entre l'architecture terrestre et l'ordre cosmique. L'exemple le plus célèbre de ces alignements astronomiques est visible à Chichén Itzá, où, lors des équinoxes, le jeu d'ombre et de lumière sur la pyramide de Kukulkan crée l'illusion d'un serpent descendant le long de la balustrade nord, une manifestation visuelle du dieu serpent à plumes, qui était centrale dans la mythologie post-classique maya et toltèque. Une autre caractéristique intrigante des pyramides mayas est leur construction par phases superposées. Plutôt que de démolir les structures existantes pour en construire de nouvelles, les Mayas préféraient souvent englober les anciennes pyramides dans des structures plus grandes, créant ainsi une série de pyramides emboîtées comme des poupées russes. Cette pratique avait plusieurs avantages pratiques. Elle économisait des matériaux et du travail, elle permettait d'augmenter la taille des monuments sans compromettre leur stabilité. Et elle créait une continuité symbolique entre les différentes phases de construction. Mais elle avait aussi une signification religieuse profonde, reflétant la conception maya du temps comme un ensemble de cycles emboîtés les uns dans les autres. Chaque nouvelle couche de la pyramide représentait un nouveau cycle temporel, englobant et transformant le cycle précédent sans l'effacer complètement. Cette pratique a eu une conséquence archéologique heureuse. Elle a parfois permis la préservation exceptionnelle de structures plus anciennes, protégées des éléments par les couches ultérieures. Ainsi, lorsque les archéologues ont excavé certaines pyramides, ils ont découvert des façades anciennes remarquablement bien conservées, avec leurs reliefs sculptés et parfois même leur couleur d'origine. Parmi les plus célèbres pyramides mayas
figure le temple des inscriptions à Palenque, érigé par le roi Kinish-Janahab Pakal au 7e siècle de notre ère. Cette structure imposante, qui s'élève sur 9 niveaux, abrite l'une des découvertes archéologiques les plus spectaculaires du monde maya. La tombe de Pakal lui-même, située au cœur de la pyramide, est accessible par un escalier intérieur descendant. La sépulture, découverte en 1952 par l'archéologue Alberto Ruzluilier, contenait un sarcophage monolithique couvert d'un couvercle sculpté montrant le roi dans sa transition vers l'au-delà, ainsi que de riches offrandes funéraires en jade, en céramique et en coquillage. Cette découverte a révolutionné notre compréhension des pratiques funéraires mayas et a confirmé que certaines pyramides fonctionnaient effectivement comme des monuments funéraires, bien que cette fonction n'ait pas été aussi universelle que dans l'Égypte ancienne. Une autre pyramide remarquable est celle de Kukulkan, à Chichén Itzá, également connue sous le nom d'El Castillo. Ce monument, construit vers le Xe siècle de notre ère, combine des éléments architecturaux mayas et toltèques, reflétant les influences culturelles diverses qui caractérisaient la période post-classique. La pyramide compte exactement 365 marches, une pour chaque jour de l'année solaire, réparties sur ses 4 escaliers. Elle est orientée de telle sorte que, lors des équinoxes, le jeu d'ombre et de lumière crée l'illusion d'un serpent ondulant le long de la balustrade nord. Une manifestation visuelle de Kukulkan, le serpent à plumes. De récentes investigations utilisant des techniques d'imagerie non invasive ont révélé que cette pyramide, comme beaucoup d'autres, a été construite sur des structures antérieures, y compris une pyramide plus petite et un cenote, un puits naturel sacré typique de la région du Yucatan. La grande pyramide de Tikal, également connue sous le nom de Temple 4, est l'une des plus hautes structures précoloniales des Amériques, s'élevant à plus de 70 mètres au-dessus du niveau de la place. Construite vers 740 de notre ère par le roi Yikin Chankawil, elle domine la canopée de la jungle environnante, offrant une vue panoramique sur le paysage et les autres structures monumentales de Tikal. Cette position dominante n'était pas simplement esthétique. Elle avait des implications symboliques et pratiques importantes, permettant aux prêtres astronomes d'observer le ciel sans obstruction et affirmant visuellement la puissance et l'autorité du souverain qui avait commandé sa construction. À Uxmal, la pyramide du devin se distingue par sa forme elliptique inhabituelle et par sa légende associée. Selon un mythe local, la pyramide aurait été construite en une seule nuit par un nain magicien né d'un œuf, défiant ainsi le roi d'Uxmal. Cette légende, bien que fantastique, reflète peut-être l'émerveillement que ces structures monumentales suscitaient, même parmi les populations autochtones, qui avaient perdu le contact direct avec leurs bâtisseurs originaux. Architecturalement, la pyramide du devin est remarquable pour ses pentes raides, ses angles arrondis et ses 5 niveaux, chacun présentant un style décoratif distinct qui reflète différentes phases de construction. Ces pyramides, et les dizaines d'autres qui s'élèvent encore dans la jungle mésoaméricaine ou qui ont été englouties par la végétation au fil des siècles, ne sont pas simplement des monuments à l'ingéniosité technique et artistique des Mayas. Elles sont des témoins silencieux d'une vision du monde sophistiquée, d'une organisation sociale complexe et d'une quête spirituelle profonde. Elles nous rappellent que les Mayas, loin d'être des primitifs comme les premiers explorateurs européens les ont parfois dépeints, avaient développé une civilisation avancée avec ses propres réalisations intellectuelles, artistiques et architecturales remarquables. Les pyramides mayas continuent de fasciner les visiteurs contemporains, non seulement par leur grandeur physique, mais aussi par les mystères qu'elles recèlent encore et par les questions qu'elles soulèvent sur la nature de la société qui les a créées et sur les raisons de son déclin. Le soleil est maintenant pleinement levé, baignant les ruines mayas dans une lumière chaude qui accentue la texture rugueuse des anciennes pierres calcaires et projette des ombres nettes sur les places et les escaliers. Dans cette clarté matinale,
on peut explorer un autre aspect fascinant de la civilisation maya, leur système social et politique. Contrairement à certaines sociétés anciennes, qui étaient organisées en empires centralisés ou en États-nations, les Mayas formaient une mosaïque de cités-États indépendantes, chacune contrôlant un territoire plus ou moins étendu et entretenant des relations complexes avec ses voisines. Ces entités politiques étaient gouvernées par des dynasties de souverains divins, les Kuhulajau, ou seigneurs sacrés, qui prétendaient descendre des dieux et qui légitimaient leur pouvoir par cette ascendance divine, par leurs exploits militaires et par leur capacité à communiquer avec le monde surnaturel. La société maya était hautement stratifiée, avec une élite dirigeante clairement séparée de la masse de la population. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait le Kuhul Ajau, assisté par une cour de nobles, de prêtres, de scribes, d'artisans spécialisés et d'autres individus de haut rang. Ces élites vivaient dans des palais luxueux au cœur des cités, consommaient des aliments de qualité supérieure, portaient des vêtements et des bijoux élaborés et bénéficiaient d'un accès privilégié à l'éducation, notamment à la lecture et à l'écriture. La grande majorité de la population, en revanche, était composée de paysans qui vivaient dans des habitations plus modestes, en périphérie des centres urbains ou dans des communautés rurales, cultivaient la terre et payaient des tributs aux élites sous forme de produits agricoles, de travail et parfois de participation aux sacrifices humains. Entre ces deux extrêmes existait une classe intermédiaire de marchands, d'artisans et de guerriers qui jouissaient d'un statut social plus élevé que les paysans, mais n'appartenaient pas à l'élite dirigeante. Cette stratification sociale se reflétait non seulement dans le mode de vie et l'habitat des différentes classes, mais aussi dans des pratiques culturelles comme la modification corporelle. Les Mayas pratiquaient diverses formes de modification corporelle qui servaient de marqueurs de statut social et d'identité culturelle. L'une des plus notables était la déformation crânienne intentionnelle, réalisée en attachant des planches sur le crâne des nourrissons pour lui donner une forme allongée, considérée comme esthétiquement plaisante et socialement prestigieuse. D'autres modifications incluaient le limage des dents en forme pointue ou décorative, la perforation des oreilles, des lèvres et du nez pour y insérer des ornements, et les tatouages et scarifications élaborés. Ces pratiques n'étaient pas simplement esthétiques. Elles avèrent des significations religieuses et sociales profondes, marquant l'appartenance à des groupes spécifiques et le passage par certains rites initiatiques. Le pouvoir politique dans les cités-États mayas était généralement héréditaire, transmis de père en fils, bien que dans certains cas, des femmes de haut rang aient pu exercer une influence politique significative, soit directement en tant que régente ou co-dirigeante, soit indirectement en tant qu'épouse ou mère de souverain. L'accession au trône était marquée par des cérémonies élaborées qui incluaient des rituels de purification, l'autosacrifice, la présentation d'insignes royaux comme le sceptre manikin, un sceptre orné d'un dieu, et parfois des sacrifices humains. Ces cérémonies étaient essentielles pour légitimer l'autorité du nouveau souverain, en démontrant sa connexion avec les dieux et sa capacité à maintenir l'ordre cosmique. Une fois au pouvoir, les souverains mayas étaient responsables de diriger les affaires militaires et diplomatiques, de superviser les projets de construction monumentale, de présider aux cérémonies religieuses importantes et, de manière générale, d'assurer la prospérité et la sécurité de leur cité-État. Les relations entre les différentes cités-États mayas étaient complexes et changeantes, oscillant entre alliances, vassalité, rivalité et guerre ouverte. Ces interactions étaient structurées par des réseaux de parenté, des mariages dynastiques, des intérêts économiques communs et des rivalités pour le contrôle des ressources et des routes commerciales. Deux des plus puissantes cités-États, Tikal et Calakmul, dominèrent la scène politique maya pendant une grande partie de la période classique, chacune à la tête d'un réseau d'alliés et de vassaux, dans une dynamique qui a parfois été comparée à une guerre froide mésoaméricaine. Les conflits entre ces superpuissances régionales et leurs alliés respectifs
ont façonné l'histoire politique maya pendant des siècles, influençant l'art, l'architecture et même la religion, car les victoires militaires étaient souvent célébrées par la construction de monuments et l'exécution rituelle de prisonniers de haut rang. La guerre occupait une place importante dans la société maya, non seulement comme moyen d'étendre son influence politique et économique, mais aussi comme source de prestige pour les souverains et comme contexte pour la capture de prisonniers destinés au sacrifice. Les conflits n'impliquaient généralement pas la destruction totale des cités vaincues ou l'annexion de leur territoire, mais plutôt l'imposition d'un tribut et l'humiliation rituelle des dirigeants capturés. Ces derniers pouvaient être sacrifiés lors de cérémonies publiques, mais étaient là parfois gardés en captivité ou renvoyés dans leur cité d'origine, après avoir subi des mutilations rituelles, comme l'amputation des doigts ou l'extraction des ongles. Les exploits militaires des souverains étaient célébrés sur des monuments sculptés qui servaient à la fois de propagande politique et de rappel du pouvoir divin du dirigeant. Ces stèles et ces linteaux sculptés constituent aujourd'hui une source précieuse d'informations sur l'histoire politique maya, car ils mentionnent souvent des dates précises, des noms de lieux et de personnes, et décrivent des événements spécifiques, comme des batailles, des cérémonies d'accession au trône ou des rituels religieux importants. À mesure que la chaleur de la journée s'intensifie, créant des vagues de chaleur qui dansent au-dessus des pierres anciennes, on peut contempler un autre aspect crucial de la civilisation maya, leur relation avec l'eau. Dans un environnement tropical, où les précipitations sont abondantes mais saisonnières, et où les sources d'eau de surface permanentes sont rares, la gestion de l'eau était une préoccupation centrale pour les Mayas. Ils avaient développé diverses techniques pour collecter, stocker et distribuer cette ressource vitale, démontrant une fois de plus leur ingéniosité technique et leur compréhension approfondie de leur environnement. Dans les régions karstiques du Yucatan, où les rivières de surface sont pratiquement inexistantes, les Mayas dépendaient fortement des cenotes, ces puits naturels formés par l'effondrement du plafond de cavernes souterraines, qui donnaient accès à la nappe phréatique. Ces cenotes n'étaient pas simplement des sources d'eau. Ils étaient aussi des lieux sacrés, des portails vers l'inframonde où des offrandes précieuses, y compris parfois des sacrifices humains, étaient déposés pour apaiser les dieux et assurer des pluies abondantes. Dans les régions où les cenotes étaient rares, les Mayas construisaient des chultins, des citernes souterraines creusées dans le calcaire et enduites de stuc pour les rendre imperméables. Ces structures permettaient de collecter et de stocker l'eau de pluie pendant la saison humide pour l'utiliser durant la saison sèche. À une échelle plus grande, ils aménageaient des réservoirs artificiels, appelés aguadas, en creusant et en imperméabilisant des dépressions naturelles du terrain. Certaines aguadas, comme celle de Tikal, pouvaient contenir des millions de litres d'eau, suffisamment pour soutenir une population urbaine importante pendant les mois secs. Ces systèmes de gestion de l'eau témoignent non seulement des compétences techniques des Mayas, mais aussi de leur capacité à organiser des projets collectifs complexes nécessitant une planification à long terme et la mobilisation d'une main-d'œuvre importante. L'eau n'était pas simplement une nécessité pratique pour les Mayas. Elle était aussi profondément intégrée à leur cosmologie et à leur religion. Shak, le dieu de la pluie, était l'une des divinités les plus importantes du panthéon maya, représentée avec un nez long et crochu, des yeux en spirale et souvent une hache ou un serpent symbolisant l'éclair. Des rituels complexes étaient dédiés à Shak pour solliciter des pluies favorables, impliquant des offrandes, des danses mimant le son et le mouvement de la pluie, et parfois des sacrifices humains, particulièrement d'enfants dont les larmes étaient associées symboliquement aux gouttes de pluie. L'importance de l'eau dans la religion maya se reflète également dans leur conception de l'inframonde. Xibalba, souvent imaginé comme un lieu aquatique, sombre et froid, accessible à travers des grottes, des cenotes ou d'autres points d'eau. Cette association entre l'eau et le monde souterrain explique pourquoi les cenotes et les grottes étaient considérés comme des lieux particulièrement sacrés, où le monde des humains
et celui des dieux et des ancêtres se rencontrèrent. Le soleil est maintenant à son zénith, sa lumière éclatante minimisant les ombres et créant une atmosphère de clarté intense qui invite à la contemplation d'un autre aspect fondamental de la civilisation maya, leur contribution aux mathématiques et à l'astronomie. Les Mayas avaient développé un système numérique sophistiqué, basé sur une numération vigésimale de base 20 et incluant le concept du zéro, une innovation mathématique majeure qu'ils avaient découverte indépendamment des civilisations de l'Ancien Monde. Leur système d'écriture des nombres utilisait seulement 3 symboles. Un point pour représenter l'unité, une barre pour 5 et un symbole spécial pour le 0, souvent représenté comme une coquille ou un œil stylisé. Ce système simple mais efficace leur permettait d'exprimer des nombres très grands et de réaliser des calculs complexes, particulièrement dans les domaines de l'astronomie et de la chronologie. L'astronomie maya était remarquablement avancée, basée sur des observations méticuleuses des corps célestes sur de longues périodes. Les prêtres astronomes mayas passaient des nuits entières à observer le ciel depuis des structures spécialement conçues, comme les observatoires de Chichen Itza, Oaxachtun et Copan. Ils avaient une connaissance détaillée des mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes, particulièrement Vénus, et de certaines constellations. Ils pouvaient prédire avec précision les éclipses solaires et lunaires, ainsi que les moments où Vénus apparaîtrait comme étoile du matin ou du soir. Ces connaissances astronomiques n'étaient pas simplement un exercice intellectuel. Elles avaient des applications pratiques et religieuses importantes. Les positions des corps célestes déterminaient les moments propices pour les semailles, les récoltes, les mariages, les guerres et les cérémonies religieuses. Vénus en particulier était associée à la guerre, et ses apparitions et disparitions influençaient le timing des campagnes militaires. L'une des réalisations les plus impressionnantes des mathématiciens et astronomes mayas était leur système calendaire complexe, qui combinait plusieurs cycles temporels fonctionnant simultanément. Le Tzolk'in, ou compte des jours, était un calendrier rituel de 260 jours, formé par la combinaison de 20 noms de jours et de 13 nombres. Le Hab était un calendrier solaire de 365 jours, divisé en 18 mois de 20 jours. Plus un mois de 5 jours considéré comme néfaste. Ces deux calendriers s'engrenaient comme les roues d'une horloge cosmique, formant ce qu'on appelle le compte court. Un cycle de 52 ans, qui marquait une période significative dans la vie d'un individu et d'une communauté. Mais les Mayas avaient également développé le compte long, un système de datation qui permettait de situer les événements sur une échelle temporelle beaucoup plus vaste, s'étendant sur des milliers d'années. Ce système, basé sur leur numération vigésimale, utilisait des unités de temps emboîtées. Le kin, 1 jour, le winal, 20 jours, le tun, 360 jours, le katun, 20 tun, soit environ 20 ans, et le baktun, 20 katun, soit 20 katun, soit environ 20 ans, environ 400 ans. La précision du calendrier maya et de leurs calculs astronomiques est d'autant plus impressionnante qu'ils ne disposaient pas d'instruments de mesure sophistiqués comme les télescopes ou les horloges mécaniques. Leurs observations étaient réalisées à l'œil nu, utilisant peut-être des bâtons croisés ou des tubes pour isoler certaines parties du ciel, et leurs calculs étaient effectués sans l'aide de l'algèbre ou d'autres outils mathématiques avancés développés dans l'Ancien Monde. Cette précision témoigne de la patience, de la méticulosité et de l'intelligence analytique des savants mayas, qui ont accumulé et transmis ces connaissances sur de nombreuses générations. Leur compréhension des cycles célestes était si précise qu'ils pouvaient calculer la durée de l'année solaire avec une erreur de seulement 19 secondes par rapport à la valeur actuellement acceptée, et prédire les mouvements de Vénus avec une marge d'erreur d'1 jour sur 500 ans. Alors que le Soleil commence sa descente vers l'horizon occidental, ses rayons obliques créent des jeux d'ombre et de lumière fascinants sur les façades sculptées des temples mayas. Ces effets visuels,
qui changent au fil des heures et des saisons, n'étaient probablement pas accidentelles, mais délibérément planifiées par les architectes mayas, qui comprenaient intimement les mouvements du soleil et leur impact sur leur structure. Certains bâtiments étaient orientés de manière à créer des effets spectaculaires à des moments spécifiques de l'année, comme l'illusion du serpent ondulant sur la pyramide de Kukulkan à Chichén Itzá lors des équinoxes, ou l'illumination précise de certaines chambres intérieures ou de reliefs sculptés lors des solstices. Ces événements de lumière, astronomiquement alignés, servaient probablement à valider publiquement l'autorité des dirigeants et des prêtres, démontrant leur compréhension et leur contrôle apparent des cycles cosmiques. Le crépuscule approche, teintant le ciel de nuances de rose, d'orange et de pourpre. Cette transition quotidienne de la lumière à l'obscurité était pour les Mayas un rappel constant du cycle cosmique plus large de la vie, de la mort et de la renaissance. Comme beaucoup de cultures anciennes, ils étaient profondément préoccupés par ces questions existentielles, développant des croyances et des pratiques élaborées concernant l'au-delà et le destin de l'âme après la mort. Pour les Mayas, la mort n'était pas une fin définitive, mais plutôt une transformation, un passage vers un autre état d'existence. Ils croyaient que l'âme du défunt entreprenait un voyage périlleux à travers Xibalba, l'inframonde, affrontant diverses épreuves et entités surnaturelles avant d'atteindre sa destination finale. Ce voyage était influencé par la manière dont la personne avait vécu et était morte, les sacrifiés, les guerriers morts au combat et les femmes mortes en couches, bénéficiant d'un passage privilégié vers les royaumes célestes. Ces croyances se reflétaient dans les pratiques funéraires mayas, qui variaient selon le statut social du défunt et les circonstances de sa mort. Les membres de l'élite étaient généralement enterrés dans ou sous des structures importantes comme les temples et les palais, accompagnés d'offrandes luxueuses telles que des objets en jade, des céramiques finement décorées et parfois des sacrifices humains ou animaux. Ces tombes élaborées, comme celle du roi Pakal à Palenque, n'étaient pas simplement des lieux de repos pour le corps, mais aussi des portails symboliques entre le monde des vivants et celui des morts, des lieux où les descendants pouvaient communiquer avec leurs ancêtres à travers des rituels appropriés. Les gens du commun recevaient des sépultures plus modestes, souvent sous le sol de leur maison, créant ainsi un lien physique et symbolique entre les générations vivantes et leurs ancêtres décédés. Cette pratique renforçait l'idée que les morts continuaient à faire partie de la communauté, exerçant une influence sur le monde des vivants et nécessitant des soins et des offrandes régulières. Le culte des ancêtres était en effet un aspect central de la religion maya, particulièrement pour l'élite dirigeante qui légitimait son pouvoir en revendiquant une ascendance divine ou héroïque. Les souverains mayas consultaient régulièrement les esprits de leurs ancêtres à travers des rituels complexes qui pouvaient impliquer l'autosacrifice, l'inhalation de substances psychoactives et la contemplation de surfaces réfléchissantes comme des miroirs empirites. Ces communications avec le monde des esprits n'étaient pas simplement des exercices spirituels. Elles avaient des implications politiques et sociales concrètes, les messages des ancêtres étant invoqués pour justifier des décisions, légitimer des successions dynastiques ou sanctionner des actions militaires. Les ancêtres décédés continuaient ainsi à jouer un rôle actif dans les affaires des vivants, servant de conseillers, de protecteurs et de source d'autorité morale et politique. La nuit tombe à nouveau sur les ruines mayas, enveloppant les anciennes pierres dans un manteau d'obscurité qui invite à la réflexion sur les mystères et les paradoxes de cette civilisation fascinante. Car malgré les avancées significatives de l'archéologie, de l'épigraphie et d'autres disciplines scientifiques, de nombreux aspects de la civilisation maya restent encore énigmatiques. Comment une société qui avait développé des mathématiques si sophistiquées et une compréhension si précise des cycles astronomiques a-t-elle pu s'effondrer face à des défis environnementaux et sociaux? Comment une culture qui valorisait tant l'ordre, la précision et la continuité a-t-elle pu connaître un déclin si rapide et si dramatique? Ces questions continuent d'intriguer les chercheurs
et de stimuler de nouvelles investigations. Utilisant des technologies et des méthodologies toujours plus avancées pour extraire davantage d'informations des vestiges archéologiques, des textes, hiéroglyphiques et de l'environnement naturel lui-même. L'une des approches les plus prometteuses est l'étude paléo-environnementale qui utilise des indicateurs comme les sédiments lacustres, les spéléothèmes, formations dans les grottes, les pollens fossilisés et les anneaux de croissance des arbres, pour reconstruire les conditions climatiques et écologiques du passé. Ces études ont révélé des preuves de périodes de sécheresse prolongées qui coïncident avec le timing de l'effondrement maya classique, soutenant l'hypothèse selon laquelle des changements climatiques ont joué un rôle crucial dans ce phénomène. D'autres recherches se concentrent sur l'impact des activités humaines sur l'environnement maya, utilisant des techniques comme la télédétection par LIDAR, Light Detection and Ranging, pour identifier des structures archéologiques cachées sous la végétation et pour évaluer l'étendue de la déforestation, des aménagements agricoles et d'autres modifications du paysage réalisées par les Mayas. Ces études suggèrent que les Mayas ont transformé leur environnement de manière beaucoup plus extensive qu'on ne le pensait auparavant, créant des paysages culturels complexes qui combinaient des zones urbaines, des champs agricoles, des réservoirs d'eau et des zones de forêt gérées. Les avancées dans le déchiffrement des hiéroglyphes mayas continuent également de fournir de nouvelles perspectives sur cette civilisation. Bien que la grande majorité des textes mayas aient été détruits lors de la conquête espagnole, les inscriptions survivantes sur la pierre, la céramique et les quelques codex qui ont échappé à la destruction offrent une fenêtre précieuse sur l'histoire, la religion et la vie quotidienne des Mayas. Chaque année, de nouvelles inscriptions sont découvertes et déchiffrées, ajoutant des pièces au puzzle de l'histoire maya et parfois révisant significativement notre compréhension de certains événements ou de certaines pratiques. Ces textes, combinés avec les données archéologiques et environnementales, permettent une reconstruction de plus en plus détaillée et nuancée de la civilisation maya, révélant sa complexité, sa diversité et son évolution au fil du temps. Une autre dimension fascinante de l'étude contemporaine des Mayas est l'intégration des connaissances et des perspectives des communautés mayas actuelles. Plusieurs millions de personnes d'ascendance maya vivent encore dans les régions qui formaient autrefois le cœur de leur civilisation. Parlant des langues mayas et maintenant certaines pratiques culturelles et religieuses qui remontent à leurs ancêtres précoloniaux. Ces communautés sont de plus en plus impliquées dans la recherche archéologique et anthropologique, apportant des connaissances traditionnelles, des perspectives culturelles et des compétences linguistiques qui enrichissent notre compréhension du passé maya. Cette collaboration entre chercheurs académiques et communautés locales représente une évolution importante dans l'étude des civilisations anciennes, reconnaissant la valeur des différentes formes de savoir et la continuité culturelle entre le passé et le présent. Cette continuité culturelle est peut-être l'aspect le plus remarquable de l'histoire maya. Malgré l'effondrement de leur civilisation classique, la conquête espagnole, 5 siècles de domination coloniale et post-coloniale, et les pressions de la modernisation et de la mondialisation, les Mayas ont survécu en tant que peuple distinct, préservant leur langue, leurs traditions et certains aspects de leur vision du monde. Cette résilience témoigne de la profondeur et de la force de leur identité culturelle, ainsi que de leur capacité à s'adapter et à se transformer face aux défis historiques. Les Mayas contemporains ne sont pas simplement des survivants passifs d'une civilisation disparue. Ils sont les héritiers actifs d'un riche patrimoine culturel qu'ils continuent à interpréter, à négocier et à réinventer dans le contexte du monde moderne. Ainsi, l'histoire des Mayas n'est pas simplement celle d'une civilisation ancienne qui a connu son apogée puis son déclin. C'est une histoire continue, un dialogue entre le passé et le présent, entre les ruines silencieuses des anciennes cités et les communautés vivantes qui habitent aujourd'hui le même paysage. C'est une histoire qui nous rappelle la créativité et la résilience de l'esprit humain, la complexité des sociétés humaines
et leur relation avec leur environnement, et les défis universels de la durabilité, de l'adaptation et de la transmission culturelle. C'est aussi une histoire qui nous invite à réfléchir sur notre propre civilisation, sur nos propres défis environnementaux et sociaux, et sur les leçons que nous pouvons tirer de l'expérience Maya pour construire un avenir plus durable et plus harmonieux. Alors que la nuit avance, les étoiles brillent de plus en plus intensément au-dessus des ruines mayas. Les mêmes étoiles que les astronomes mayas observaient avec une attention méticuleuse, cherchant à comprendre les cycles cosmiques et à prévoir l'avenir. Ce désir de comprendre, de prédire et de contrôler les forces qui façonnent notre existence est profondément humain, transcendant les différences culturelles et historiques. Les Mayas, avec leur vision cyclique du temps et leur conception d'un univers animé par des forces divines, abordaient ces questions existentielles d'une manière différente de la nôtre, mais tout aussi valable et sophistiquée. Leur héritage nous rappelle la diversité des façons dont les humains ont donné sens à leur existence et ont cherché à s'adapter à leur environnement. Une diversité qui constitue une richesse inestimable pour l'humanité dans son ensemble. Dans le silence de la nuit, ponctué seulement par les bruits de la jungle et le bruissement occasionnel d'une brise légère, les anciennes pierres des temples et des palais mayas semblent murmurer les secrets d'une civilisation qui, malgré sa disparition apparente, continue de fasciner et d'inspirer. Ces murmures nous invitent à l'humilité face au mystère du passé, à la curiosité intellectuelle pour explorer ces mystères, et à la sagesse pour appliquer les leçons que nous en tirons à nos propres défis contemporains. Car l'histoire des Mayas n'est pas simplement un récit d'une civilisation lointaine et exotique. C'est un miroir dans lequel nous pouvons examiner notre propre humanité avec ses aspirations, ses réalisations, ses vulnérabilités et ses possibilités. Alors que la nuit s'écoule lentement vers l'aube, promesse d'un nouveau cycle de lumière et de vie, nous pouvons méditer sur cette vision cyclique du temps qui était au cœur de la pensée maya. Dans un monde qui semble souvent dominé par une conception linéaire et progressive du temps, orienté vers un futur toujours meilleur et plus avancé, la perspective maya nous rappelle que les cycles de croissance et de déclin, de création et de destruction sont inhérents à l'existence. Cette vision n'est pas nécessairement pessimiste. Elle peut aussi être source d'espoir et de résilience, nous rappelant que même après les périodes les plus sombres vient le renouveau, que la fin d'un cycle n'est pas la fin de toute chose, mais le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire continue de l'humanité et de la planète qu'elle habite. Cette sagesse ancienne, enchâssée dans les pierres des temples mayas et dans les traditions vivantes de leurs descendants, résonne avec une pertinence surprenante dans notre monde contemporain confronté à des défis environnementaux, sociaux et existentiels sans précédent. Et ainsi, alors que les premières lueurs de l'aube commencent à éclaircir le ciel oriental, nous concluons notre exploration du mystère des Mayas. Non pas avec des réponses définitives, mais avec une appréciation plus profonde de la complexité, de la beauté et de la signification de cette civilisation remarquable. Les Mayas nous ont légué non seulement des monuments impressionnants, des œuvres d'art exquises et des avancées intellectuelles significatives, mais aussi une vision du monde qui enrichit notre compréhension de ce que signifie être humain sur cette planète, dans le flux constant du temps et dans le réseau complexe des relations qui nous lient les uns aux autres et à l'environnement naturel dont nous dépendons tous. Dans le premier rayon de soleil qui touche le sommet de la pyramide principale, illuminant d'une lumière dorée les anciennes pierres taillées, nous pouvons voir un symbole de cette continuité et de ce renouvellement constant, un rappel que même les civilisations qui semblent disparaître laissent des traces durables et des influences qui continuent à façonner le monde longtemps après leur déclin apparent. Le mystère des Mayas n'est pas simplement celui de leur disparition, mais aussi celui de leur résilience, de leur capacité à laisser une empreinte indélébile sur le paysage physique et culturel des Amériques, et à continuer d'inspirer l'émerveillement,
la curiosité et la réflexion chez ceux qui contemplent leur héritage avec un esprit ouvert et un cœur réceptif.